Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? En fait, ici, on est sur la ferme, sur le lieu d'exploitation principale de la ferme. Puis ici, on opère en fait là, plus ou moins 5 hectares en production, que ce soit en serre ou en champ. On est à Pointe-aux-Outardes, selon moi, le plus beau village du Québec. On a une population qui est absolument extraordinaire. On écoule notre stock là, ici là, au marché des Dunes. Puis on est proche de Bécomo. On a quand même, c'est le fun pour avoir accès à la clientèle. Il y avait très peu de production de légumes au départ. C'est d'asseoir tout le monde autour d'une même table pour voir comment un projet de coopérative peut voir le jour puis créer un modèle qui reflète vraiment les besoins puis les enjeux de la région. Environ, ici, on produit entre 40 et 50 variétés de légumes. On se spécialise vraiment dans la production de légumes. Puis on a d'autres membres producteurs qui, eux, le font soit des fruits, du poulet cette année. Enfin, on va vraiment compléter là, avec des producteurs là, qui viennent complémenter notre production de légumes qui est faite. C'est pas toujours évident, mais en fait, c'est ça l'idée. La coopérative existe pour répondre aux besoins de ses membres. Le besoin, c'est de consommer une bonne diversité de légumes qui est produite ici localement et de façon biologique. La coopérative fonctionne en fait, c'est de répondre aux besoins des membres. Puis au départ, les membres, c'était de dire on veut avoir des paniers de légumes à chaque semaine. Et puis là, ces paniers-là sont distribués au niveau des points de chute. Le mardi, on a un point de chute à l'église Sainte-Amélie. Le jeudi, on est au stationnement d'IGA. Puis le mercredi, c'est ici à Pointe-aux-Outardes. L'idée, c'est de rejoindre les consommateurs pour éviter le plus de déplacements possible puis de rendre ça vraiment très, très facilitant. On distribue aussi chez des restaurateurs. On est à la Micro, on est aux Trois Petits Cochons, on est au Riviera, on est chez IGA, on est au Renard Bleu. Fait qu'on a une multitude d'entreprises chez qui on est pour essayer de faire rayonner le plus possible les aliments produits localement, là, ne serait-ce que pour l'agrotourisme ou les visiteurs, puis les gens qui vont qui puissent avoir des produits locaux là, dans l'assiette. À la coopérative, je m'occupe un peu de tout ce qui est la production au champ. Fait que la plantation, j'aide Mélodie. Moi et Mélodie, on s'occupe de tout ce qui est entretien, plantation, récolte au champ. Ça, c'est un des champs de la coopérative Gaillac qui est prêté au CETFOB, le Centre d'expérimentation et de développement sur la forêt boréale. Puis c'est un projet d'engrais verts, fait qu'on fait pousser des plantes pour améliorer la structure et la qualité des sols, puis aussi pour favoriser les pollinisateurs. En agriculture, là, il faut tout contrôler, l'incontrôlable. Le vent, le soleil, la pluie. C'est toujours des challenges. Les ravageurs, les insectes, les maladies. Il faut beaucoup de résilience aussi, accepter des choses qu'on ne peut pas changer. Et dans une région au nord du 49e parallèle, là, à chacun sa nordicité. Jean-Martin dit qu'il fait de la culture nordique. Elliot Coleman au Maine disait qu'il faisait de la culture nordique. Et nous, on dit aussi qu'on fait de la culture encore plus nordique. On commence à faire nos semis pour les plantules de tomates à partir du mois de janvier. Ces plants-là vont être transplantés dans notre serre au mois d'avril pour avoir une consommation là, fin mai, début juin. Ça, c'est avec serre. Sinon, il faut quand même, nous, on part nos plants dans la pépinière
Puis on commence là, à transplanter et à semer aux alentours début, mi-mai, tout dépendant là, si on travaille avec les tunnels chenilles. On commence à sortir du volume de produits assez intéressant, là, je te dirais au mois de début juillet. Ça s'étire jusqu'à fin octobre. Là, on réussit à avoir quand même une bonne production, des bonnes récoltes là, intéressantes. Mais l'idée, à chaque année, on essaie d'allonger notre saison de panier pour que les gens puissent s'approvisionner en légumes le plus longtemps possible. Mais on a de la neige, là. Alors on essaie de travailler avec des bâches, essayer tu sais, notre but, c'est de tricker puis d'arriver à déjouer un peu la réalité, dans la mesure du possible, bien entendu, mais on va essayer de repousser les limites le plus possible, là, en amont puis en aval. Ça, c'est le tunnel c'est le tunnel qu'on a installé un plancher radiant au glycol. Dans le fond, ici, là, ici, on a 2 successions de concombres. On a du céleri qu'on a transplanté tard. Ou sinon, il y a les bouilloires qui, dans le fond, on a un circuit fermé de glycol pour début de saison, arriver à partir les plants plus rapidement. Fait que, on chauffe le sol avec des légumes qui peuvent tolérer d'avoir un air ambiant plus frais, comme des verdurettes, des laitues, des différents petits légumes asiatiques, des légumes racines qu'on va venir semer soit très tôt au printemps ou transplanter à l'automne, laisser en dormance tout l'hiver, starter le chauffage quand la luminosité revient février pour avoir une récolte mars-avril. On a des serres qui sont encore au propane, puis on a des serres qui sont électriques. Là. Tu sais, en début de saison, quand on commence là, au mois de février, mars, ça peut être assez impressionnant, justement, là, le moins 20 qu'il peut faire dehors, puis le plus 20 qu'il fait à l'intérieur de la serre. Là. Mais ça fait du bien quand on est un peu gelé à l'hiver, puis qu'on a besoin de se dégourdir, là, de starter la pépinière, de mettre les mains dans la terre, de voir ça pousser, là, ça fait vraiment du bien. On met des couvertures flottantes sur nos cultures, sur pratiquement toute la superficie de la ferme en début de saison. Je dis à la blague aux gens, bien, sans couverture flottante, t'es à Pointe-aux-Trembles, puis avec des couvertures flottantes, on est à Malbaie. Ensuite, il faut être vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, agressif sur les rotations. Puis les successions. Ça veut dire que je m'arrange pour que sur ma planche, j'aie 2, 3 successions de cultures sur une même saison. Puis, ben c'est ça, là, les sols, c'est sûr que le sol qu'on foule avec nos pieds, il se situe entre 4,8 et 5 de pH. C'est extrêmement acide, donc sachant que les légumes, la production légumière, cherche un pH entre 6 et 7, alors on cherche vraiment à aller augmenter ça. On travaille avec des différents amendements. Les intrants coûtent cher, il y a ça aussi. On pense souvent aux défis climatiques, mais il y a aussi le défi de la situation géographique dans laquelle on est. On est loin des producteurs de fumier, on est loin des producteurs d'engrais, on est loin de tout, mais on est aussi loin des consommateurs, fait que c'est de travailler en circuit court aussi. L'agriculture sur la Côte-Nord, ça coûte cher aussi à faire. Puis, des fois, les gens, ils comparent, ils vont prendre la tomate du Mexique, puis ils vont dire « Ouais, pourquoi j'achèterais cette tomate-là qui est comme 3 ou 4 piastres la livre versus une que je pourrais acheter à 1,50 la livre? » Mais ça a un coût aussi de produire sur la Côte-Nord. Bien, ça a une valeur. Ça a une valeur économique à long terme parce qu'on développe un savoir, on développe des produits qui sont ici. On l'a vécu avec la pandémie. En fait, tout est tellement fragile. Alors, se fier sur un système qui vient de loin pour toutes, nos énergies fossiles, nos légumes, nos fruits, baser notre alimentation sur les produits qui viennent de loin, ça a un coût, ça aussi. Fait que des fois, quand les gens ils vont puis ils sont un consommateur, ils vont choisir le moindre coût qui est direct, en fait, qui est direct dans le porte-monnaie. Mais au final, ça a un coût social, ça a un coût économique à long terme. D'acheter des produits qui sont issus d'une production locale, on investit dans l'expérience locale, on investit dans des fermes qui, à long terme, vont soutenir une alimentation qui est locale. Fait que,
Je dis toujours, faites attention quand vous faites des choix économiques. Ben, sachez où investir. Des fois, ça vaut la peine. En 2020, il y a eu un éclatement de la conscientisation de l'approvisionnement local. Ça veut dire j'achète des paniers bio locaux et je veux me faire un jardin. J'ai eu beaucoup d'appels, les gens étaient comme... Il y a eu une urgence d'agir puis de se prendre en main. Ça retend à reprendre le cours normal des choses. L'inflation a un impact sur tout. Bien là, vous le voyez dans le panier d'épicerie, on le voit partout. L'option locale, c'est une réelle option économique maintenant. C'est pas juste une option de principe, de valeur, ça devient une option économique envisageable. Il y a une personne qui me dit cette année, elle dit ben finalement, elle dit ton panier, il va revenir presque moins cher que celui à l'épicerie. Avec le temps, on arrive à être meilleur dans ce qu'on fait, donc on peut réduire les frais de production, les coûts de production, puis là, devenir un petit peu plus compétitif. Le marché public de Bécomo revoit le jour. C'était demandé par les producteurs, mais aussi les consommateurs. On avait fait des essais aussi à Pointe-aux-Stars. C'est quand même bien, mais la clientèle, on s'entend qu'il faut aller où les gens ils sont. Puis à Bécomo, ben là, au Parc des Pionniers, on a un certain engouement. Là. Il y a des visiteurs qui sont là, un peu de touristes qui disent « Ah, coudonc, il y a beau marché ici ». Mais sinon, les locaux sont là, ils sont super contents. Puis la semaine passée, j'ai tout vendu à l'intérieur de 50 minutes. Fait qu'en 10 et midi, c'est le point chaud du marché public de Bécomo le samedi. On a atteint une certaine masse critique, un certain point au niveau des paniers. Ça répond à une certaine clientèle. Puis là, on se diversifie de plus en plus. Là, le marché mobile, le marché fixe à Bécomo. On travaille de plus en plus aussi à développer des jardins communautaires, des jardins collectifs, à aider les gens à produire leur propre nourriture dans les écoles. Fait que je te dirais que l'objectif de productivité, c'est toujours notre moteur, notre raison d'être, d'offrir des paniers de légumes, offrir des légumes aux gens, aux membres, mais aussi, à plus large, c'est vraiment d'encourager le déploiement, le dynamisme, le maraîchage ici. Dans la Manicouagan, sur la Côte-Nord, on travaille sur différents projets dernièrement. J'arrive de Matagami, dans le nord du Québec, sur un projet de serre communautaire. On travaille aussi avec différents organismes communautaires. Notre valeur première à Gaïa, c'est vraiment de produire des légumes puis de nourrir la Manicouagan. Puis de produire ces légumes-là d'une façon qui est saine pour les humains et qui est saine aussi pour l'environnement dans lequel on est. Parce que depuis le début de Gaïa en 2008, j'ai toujours trouvé ça important de produire des légumes à échelle humaine. Puis, à mesure, je n'étais pas sûre que je comprenais très bien ce principe-là au départ. Puis plus ça va, plus je le comprends. J'ai des enfants, une famille, je vieillis. Fait que là, on commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle humaine. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le contact avec le monde pour offrir des produits qui sont sains, mais dans un contexte de travail qui est sain aussi. Un style de vie qui est sain. Fait que je te dirais que les premières années, on a travaillé beaucoup sur l'amélioration de la productivité. Dans les dernières années, à Gaïa, on travaille beaucoup plus sur avoir une entreprise qui est saine à tout égard.